Elias Fakfak, désigné chef du futur gouvernement tunisien, a assuré vendredi vouloir une coalition large. Il a néanmoins exclu deux partis, Kalba Tounes et le Parti des Stouriens libres. Des précisions à suivre dans ce journal. Plusieurs milliers de manifestants anti-régime ont défilé ce vendredi à Alger pour la 49e semaine consécutive. Une mobilisation qui persiste malgré un certain essoufflement face à un pouvoir qui dit vouloir le dialogue. Les fortes pluies qui ont frappé le nord-ouest de Madagascar depuis dimanche ont fait au moins 26 morts, 15 disparus et 90 000 sinistrés. C'est ce qu'a indiqué vendredi un bilan publié par le BNGRC. Des messages sur des kidnappings de mineurs fusent sur les réseaux sociaux depuis plus d'une semaine, ravivant les craintes récurrentes de crimes rituels au Gabon et provoquant la colère des habitants. Sur l'un des principaux axes routiers de la ville qui traverse les quartiers populaires de la capitale gabonaise, au niveau du quartier PK7, les habitants avaient organisé des blocages jeudi soir, brûlant des pneus et des poubelles. Vendredi après-midi, la gendarmerie avait repris le contrôle de ce quartier, mais de nouveaux blocages avaient été organisés le long de la route où de la fumée noire s'élevait encore. Le Gabon n'est pas un endroit là où il y a des poteaux, là on vient ramasser les enfants pour faire des crimes rituels. On en a marre. Aujourd'hui, là, toutes les familles sont en train de pleurer partout. Que ça s'arrête. Si le pouvoir, ils ont déjà pris le pays, ils sont en train de piller le pays, qui nous laisse notre petite liberté. Vendredi en fin d'après-midi, des gendarmes continuaient d'arriver, parfois pris à partie par des habitants arrêtant des camions entiers de manifestants. Il n'y a pas de vague d'enlèvement d'enfants, a martelé vendredi le porte-parole de la présidence lors d'une conférence de presse. Prenons les présumées déclarations de disparition ou d'enlèvement avec prudence. Le rôle de tout citoyen n'est pas d'alimenter la psychose, mais, en cas de fait avéré, d'apporter des informations précieuses aux autorités compétentes. Dans les cas réels d'enlèvement, le temps est une donnée cruciale. Et comme l'a exprimé le porte-parole du gouvernement, les déclarations sur les réseaux sociaux, même si elles partent d'une bonne intention, ne sont en rien une saisine officielle des autorités. Les rumeurs concernant une série d'enlèvements d'enfants au Gabon se sont propagées sur les réseaux sociaux après la disparition le 12 janvier d'un garçon de 3 ans prénommé Rinaldi dans un village situé dans le nord du pays. Une enquête a été ouverte et est actuellement en cours, a précisé le porte-parole de la présidence. Les accusations de crimes rituels prennent régulièrement de l'ampleur au Gabon. En 2012 et 2013, la découverte de plusieurs corps mutilés avait provoqué la colère populaire. On ne s'arrêtera pas. Soit vous partez, soit on continue. A scandé la foule, encadrée par un important dispositif policier. Elle a aussi repris le slogan le plus populaire du Irak, le puissant mouvement de protestation populaire qui ébranle le pouvoir algérien depuis le 22 février 2019. État civil, pas militaire. Un total de 124 opposants restent emprisonnés, tandis que 94 ont été libérés ces dernières semaines, a précisé le coordinateur du Comité national pour la libération des détenus. Parmi leurs autres revendications, les irakistes ont dénoncé plus particulièrement l'exploitation du gaz de schiste au Sahel, accusant la France d'avoir dévisé sur les ressources gazières et pétrolières de l'Algérie. Puisque le pouvoir, qui jusqu'à présent a dilapidé les caisses de l'État, il veut les renflouer non seulement en imposant dans la nouvelle loi de finances de manière très forte les Algériens, mais d'autre part en relançant l'exploitation du gaz de schiste. Voilà comment on veut récupérer l'argent qui a été indûment détourné. À l'approche du premier anniversaire du mouvement, la mobilisation reste importante, mais marque le pas par rapport aux manifestations monstres de l'hiver et du printemps 2019, ou encore comparé au cortège durant la campagne de l'élection présidentielle du 12 décembre, massivement boycotté. Il est cependant impossible d'évaluer précisément le nombre de manifestants en l'absence de tout comptage officiel. La manifestation s'est dispersée dans le calme en fin d'après-midi. Des marches similaires ont eu lieu dans le reste du pays.
Le président Kais Saied a désigné lundi cet ancien ministre des Finances et ancien cadre d'une filiale de Total âgé de 47 ans pour former d'ici un mois un gouvernement susceptible de convaincre le Parlement après le rejet par les députés d'un précédent gouvernement. Lors d'une première conférence de presse depuis sa désignation, Eliès Fakfak s'est prononcé sur les contours qu'il entend donner à la coalition politique. Je tiens à élargir la coalition politique afin de soutenir le gouvernement attendu pour qu'il ait une confiance large et solide à l'Assemblée des représentants du peuple. Les deux partis que je ne vois pas dans cette coalition gouvernementale sont Kalb Tounes et le Parti des Historiens libres. Ils ne sont pas dans le processus réclamé pour le moment par le peuple. Fakfak ne compte pas sur le second parti siégeant au Parlement, Kalb Tounes, 38 sièges, dirigé par l'homme d'affaires Nabil Karoui, qui est toujours poursuivi pour fraude fiscale et blanchiment. Il ne compte pas non plus s'appuyer sur le parti d'Historiens libres, 17 sièges, de la députée anti-islamiste Abir Moussi, qui critique la révolution de 2011 ayant mis fin au régime de Zine El Abidine Ben Ali et lancé la démocratisation de la Tunisie. Les consultations se concentreront sur le programme de ce gouvernement avant de passer au choix de son équipe, qui sera composée d'environ 25 membres avec une participation réelle des femmes et des jeunes, a assuré Fakfak. C'est près de la ville de Dikwa, à 90 km de Maïdougouri dans l'état de Borno, qu'a eu lieu le massacre jeudi. Les islamistes armés ont en effet ouvert le feu sur ces civils. À en croire un responsable d'une milice engagée aux côtés des forces de sécurité dans la lutte anti-djihadiste, le groupe de personnes attaquées était sorti de la ville pour aller ramasser du bois quand les terroristes de Boko Haram les ont agressés. 5 d'entre elles ont perdu la vie. Le reste des bûcherons ont pris la fuite et plusieurs d'entre eux ont été capturés par les assaillants d'après la même source. Les djihadistes s'en prennent régulièrement aux fermiers, bergers et bûcherons qu'ils accusent de collaborer avec l'armée en lui transmettant des informations. Dikwa habite plus de 70 000 personnes déplacées par les violences, vivant de l'aide humanitaire dans plusieurs camps. Certains tentent d'améliorer leur quotidien en coupant les arbres des environs, revendus comme bois de chauffage. Le conflit a fait 36 000 morts et environ 2 millions de déplacés depuis 2009, selon les Nations Unies. La violence s'est propagée au Niger, au Tchad et au Cameroun voisins, poussant les pays du bassin du lac Tchad à former une coalition militaire régionale pour combattre les djihadistes. Deux communes, Mitsinjo et Maeva-Tanana, ont été durement touchées par les pluies apportées par une zone de dépression. À Mitsinjo, dans la région de Bouéni, la crue de la rivière Lopi a emporté sur son passage 24 personnes, dont 4 ont été retrouvées mortes et 18 portées disparues. 4 autres personnes ont perdu la vie dans la même région, dans une autre commune. À Maeva-Tanana, dans la région de Betsiboka, 9 personnes ont perdu la vie, dont la majorité se trouvait dans une zone minière. Les routes nationales 4 et 6, reliant le nord-ouest au reste du pays, sont coupées. Dans le district de Port-Berge, 700 mètres de route ont été emportés par les pluies. Le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes souligne un risque d'insécurité alimentaire et de malnutrition à cause des inondations des plaines rizicoles et des bas-fonds, avec possibilité de flamber des prix des produits de première nécessité pour cause de rupture d'approvisionnement. Il y a environ 800 hectares de rizières qui ont été détruites par l'eau et la boue. Il s'agit de notre riz que l'on a cultivé de novembre à janvier qui a été ravagé. La région Alaotra-Mangora est connue pour être le grenier à riz de Madagascar, mais maintenant ce n'est plus le cas avec cette inondation. Nous sommes en danger. Le Premier ministre Christian Ntse a qualifié la situation de perte nationale et appelé à l'aide internationale, selon un communiqué de sa porte-parole. Ayant un climat tropical, Madagascar, une île dans l'océan Indien, un pays riche en biodiversité, fait face chaque année à une période de pluie très intense.
C'est le 17 décembre dernier que Soleil FM a arrêté ses programmes. Raison officielle évoquée par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, non-renouvellement de convention. Les démarches de la direction de l'organe n'ont rien changé. Le personnel a accueilli la nouvelle de licenciement avec beaucoup d'effroi. Le personnel est désemparé. Des gens parmi nous ne sont plus en l'âge d'aller écrire des demandes d'emploi, par exemple. Donc, vous imaginez, ce n'est que ça, c'est sombre pour le personnel aujourd'hui. On était tout le temps menacés. Ce n'est pas aisé de travailler sur Soleil FM. La suspension de la radio de l'homme d'affaires et exilé en France, Sébastien Javant, intervient après plusieurs ennuis de la chaîne. Suspension et brouillage des ondes, mais en dépit de cette décision de la HAC, le délégué du personnel garde espoir. Nous espérons que quelque chose peut être encore fait parce que la HAC nous a suspendus jusqu'à nouvel ordre. Les employés sont licenciés, mais il n'est pas impossible que le promoteur et la HAC puissent trouver le terrain d'entente, n'est-ce pas, pour qu'une solution réapparaisse. Nous, on a encore cet espoir-là, malgré tout. L'Union des professionnels des médias du Bénin et plusieurs défenseurs des droits humains ont déjà appelé à la levée de cette mesure par la HAC. Pour la 6e fois depuis le 5 décembre, l'intersyndicale appelait à une journée de mobilisation interprofessionnelle massive, de grève et de manifestation. 187 000 personnes ont manifesté jeudi en France, dont 23 000 à Paris, après 149 000 samedi dernier et 452 000 le 9 janvier, selon le ministère de l'Intérieur. On y trouvait en grande majorité des enseignants, mais aussi des avocats en robe, des cheminots, des agents de transport parisiens ou des étudiants. C'est le gouvernement qui se radicalise, c'est pas nous. Nous on est là, on défile, on fait du bruit, on se fait entendre, mais on est déterminés et on est surtout extrêmement respectueux. Mais le gouvernement en face nous méprise. La mobilisation continue, de toute façon on n'a pas encore gagné. Donc il va falloir encore lutter et sortir dans la rue pour dire qu'on n'est toujours pas d'accord avec ce qui nous est proposé et que c'est pas comme ça qu'on va faire une unité dans le pays. Voilà, la retraite qu'on nous propose ne convient absolument à personne. L'enjeu pour l'intersyndicale est de retrouver une mobilisation suffisante pour maintenir la pression contre cette réforme phare du président Emmanuel Macron. Elle a déjà appelé à de nouvelles actions et manifestations la semaine prochaine avec une 7e journée d'action nationale en point d'orgue.